Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour la grande preview de ce Giro 2026 qui va commencer la semaine prochaine. Déjà, on y arrive dans ce Giro, une édition qui donne quand même un favori avec Jonas Vingegaard. On analysera d'abord quand même le parcours, ensuite on verra un petit peu les favoris avec Jonas Vingegaard qui semble peut-être seul au monde, hein. Il y a eu pas mal de rétractations. Mikel Landa qui était peut-être pas non plus le plus gros favori annoncé, mais notamment Joao Almeida qui avait mené bataille avec Vingegaard l'année dernière sur les routes de la Vuelta. Carapaz, l'habitué des podiums sur le Giro, il ne sera pas là non plus. Donc on verra un petit peu les adversaires de Jonas Vingegaard sur ce Giro. Une belle bagarre pour le cyclamen, il y a pas mal de sprinters, c'est toujours intéressant. Beaucoup de baroudeurs également, donc on analysera tout ça et je vous donnerai un petit peu mes pronostics pour le classement général. Petit remember de ce qui s'était passé l'année dernière, on s'en rappelle de la victoire de Simon Yates qui était allé chercher le maillot sur la dernière étape, un petit peu surprise devant Del Toro et Carapaz qui s'étaient regardés sur l'étape du Finestré. Donc c'était un peu la surprise. Simon Yates qui n'est plus dans les pelotons cette année. Est-ce que la Visma Leasebike conservera son titre avec Jonas Vingegaard? On va le voir. On regarde les derniers vainqueurs, donc Simon Yates l'année dernière, Poggi en 2024, Roglic en 2023, Jay Hindley en 2022. En 2021, c'était Egan Bernal et son coéquipier Geoghegan Hart en 2020, Carapaz en 2019, Froome 2018 et Tom Dumoulin, bien évidemment, en 2017. Un petit peu le palmarès de Giro, on voit que le dernier coureur qui a remporté deux fois le Giro, c'était Vincenzo Nibali qui avait remporté le Giro en 2013 et en 2016. Au niveau des étapes, mais d'abord du parcours, on aura 3466 km, 48 700 mètres de dénivelé positif total. On aura un départ donc de Bulgarie. On ira ensuite par le sud de l'Italie à Catanzo et on remontera bien évidemment vers le nord avec les étapes dans les Dolomites, bien évidemment, avant d'aller revenir dans le centre pour la dernière étape à Rome. On va donc regarder un petit peu la liste des étapes, regarder surtout un petit peu les parcours et les profils, ce qui nous attend sur ce Giro. Comme je l'ai dit, un grand départ en Bulgarie avec trois étapes. C'est une première, le départ en Bulgarie. On sait que le Giro aime bien faire ça. Ça commencera donc le vendredi, donc on aura une première journée de repos qui va vite arriver. C'est pas spécialement une journée de repos, c'est plutôt une journée de transfert comme on l'appelle. On aura donc cette première étape, désolé déjà pour la prononciation des villes, entre Nesebar et Burgas, une étape qui devrait convenir à 100% aux sprinteurs avec, vous le voyez, hein, un circuit final. Et donc ça devrait se jouer très très clairement au sprint, au plateau de sprinteurs. Donc on verra qui sera le premier maillot rose de ce Giro vendredi prochain. La deuxième étape entre Burgas et Veliko Tarnovo, une étape assez vallonnée, vous le voyez, la dernière petite bosse qui fait 4 km est située à 11 km, le sommet à 11 km de l'arrivée. Donc Inter, les plus punchers pourront sans doute passer, je pense, sur cette étape. Et l'arrivée qui est en léger faux plan montant. Donc voilà, ça sera aussi quand même pour des hommes assez forts sur cette deuxième étape. Et la dernière étape avant de quitter la Bulgarie, on aura une étape de 175 km entre Plovdiv et Sofia, la capitale. On aura un col de 9 km 200 en plein milieu de l'étape. Et ensuite, ça sera du faux plat descendant sur la dernière partie. On verra ce que ça peut faire. Est-ce que ça peut être une première étape peut-être pour des échappés? Franchement, ça sera à voir comment cette étape est contrôlée. Ça peut être intéressant cette étape parce que, bon, pas pour les favoris bien évidemment, mais pour avoir une bonne bataille dans l'échappée notamment, et aussi peut-être un sprinter qui arrive à bien passer les bosses. Pas de Mats Pedersen cette année, mais vous verrez tout à l'heure le plateau de sprinter. Première étape sur les routes italiennes entre Catanzaro et Cosenza. On aura un très beau col hein, de 14 km 500 à 6% de moyenne et pourcentage maximum de 11%, qui sera situé bon, assez loin de l'arrivée quand même. Il sera situé un peu
plus de 40 km de l'arrivée. Mais attention, ça c'est une belle étape pour des baroudeurs, compliqué à contrôler parce que ben, faire passer des sprinters là-dessus, ça va être compliqué. C'est un col quand même qui est très long. Et donc, ça peut être parfait pour des baroudeurs. Et il y en a, à mon avis, qui auront coché à coup sûr cette étape. La cinquième étape, très très belle étape entre Praia à Mare, Potenza, une étape vallonnée là aussi, peut-être pour des baroudeurs, mais on peut avoir de belles surprises sur ce genre d'étape. Il y a des petites bosses, notamment les 6 km 600 à 9,1% de moyenne, mais surtout, ben, au final, pas plat du tout, avec que des petites bosses, que des petits coups de cul, belle partie en descente dans le final, et on aura une petite bosse dans les tout derniers mètres, donc ça promet également. Hâte de voir cette cinquième étape. La sixième étape entre Paestum et Naples, ça sera pour les sprinters. Là, normalement, ça devrait pas leur échapper. Une belle arrivée du côté de Naples pour nos amis les sprinters. Et la première étape de montagne entre Formia et le Blockhouse, 13 km 600 à 8,4%. La personne pourra se cacher, ça sera la première explication. Les derniers vainqueurs au Blockhouse, Nero Quintana en 2017, on s'en rappelle, devant Thibaut Pinot et Tom Dumoulin. Et en 2022, c'était Jai Hindley qui avait réglé au sprint le petit groupe. Souvent, ceux qui arrivent bien placés au Blockhouse, on les retrouve sur le podium à l'arrivée. Ça sera très 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 intéressant à suivre. 4600 mètres de dénivelé positif sur cette étape qui fait quand même 244 km. Ça va être une sacrée sacrée étape. Et on va arriver déjà un peu entamé au pied du blockhouse. C'est le blockhouse très très dur. Ça va être une sacrée sacrée ascension. La huitième étape entre Chieti et Fermont, ça c'est des étapes typiques vraiment du Giro, avec des petites bosses à la pelle, et ce final vraiment intéressant, assez vallonné. Ça peut être pour un homme assez rapide, pour un baroudeur, ça peut aussi se jouer entre les favoris, ils peuvent s'attaquer, donc une étape que je pense qu'on va se régaler de suivre. La neuvième sera très très sympathique également, entre Cervia et Corno al Scale, une étape avec 2400 mètres de dénivelé, mais surtout ce final en escalier, comme je les appelle. On aura deux parties et les 10 km 800 finales avec 6% de pente moyenne. Dernière arrivée à Corno, c'était en 2004 avec la victoire de Gilberto Simoni. Donc forcément, ça sera pour, à mon avis, les leaders du classement général. Vu le profil d'étape, quand même aucun relief sur la première partie. Ça arrivera dans le final. Ça va être un régal, je pense, cette neuvième étape. Avant d'aller chercher le seul contre-la-montre de ce Giro sur la 10e étape entre Viareggio et Massa. Ça sera 42 km, tout plat, vraiment aucun relief sur ce contre-la-montre. Ça va être pour les hommes les plus rapides. Il y a quelques rouleurs qui auront coché cette étape et ça permettra aussi de faire des petits écarts entre les meilleurs rouleurs du classement général. Sur 42 km, on peut perdre énormément de temps. La 11e étape entre Porcari et Chiavari, une étape plutôt vallonnée là aussi. Il y a pas mal de petites bosses. Ça, c'est le genre d'étape où, sur le papier, on se dit oui, bon, ça peut se jouer entre des baroudeurs, ça peut être une arrivée en petit groupe, etc. Mais c'est une étape où on peut perdre beaucoup aussi. Étape plutôt intéressante sur le papier. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'étape sur le Giro. Et que souvent des échappées qui se jouent vraiment une très très belle bataille. La 12e étape entre Imperia et Novi Ligure, ça peut passer pour les sprinteurs, même s'il y a quelques petits reliefs. On verra ce que ça donne. Et c'est vrai qu'il n'y a pas non plus tant d'occasions que ça pour les sprinteurs. Il faudrait être costaud pour les sprinteurs et s'accrocher. La 13e étape entre Alessandria et Verbania. Là aussi, un final avec une belle petite bosse qui est située à 12 km de l'arrivée. Hein, cette ascension, 13 km plutôt de l'arrivée. Ça peut favoriser un homme qui sort, mais ça peut aussi se jouer au sprint. On verra, toujours compliqué à lire hein, ce genre d'étape.
La 14e étape, une des étapes clés de ce Giro entre Aoste et Pila. C'est intense, 133 km et 4350 mètres de dénivelé positif. Ça va être assez énorme. La dernière arrivée ici était en 1992 avec la victoire de Udo Bolt. Mais c'est une étape hyper courte. On va enchaîner les cols. Et des cols plutôt longs quand même, hein. Le premier, 15 km 800, 6,5%. On aura ensuite le col là, de troisième catégorie, mais qui est pas on n'a pas les pourcentages. Ensuite, on aura 7 km 400 à 8%, mais quasiment pas de descente, hein. On aura à peine quelques kilomètres avant de revenir chercher 6 km 600 à 7%. Et le final, la montée très régulière à 16 km 500 à 7,1%. Ça va être une très très belle étape qui sera forcément à surveiller. La 15e étape, elle sera pour les sprinteurs et ça va leur faire du bien, ceux qui seront encore présents entre Voghera et Milan. Une belle petite étape vraiment toute plate. Ça, c'est les étapes classiques du Giro qui sont toutes plates et elle sera assez courte, 157 km. L'étape 16, là aussi, qu'on surveillera fortement entre Bellinzona et Cari. Vous voyez, cette belle étape, c'est en Suisse. Cari, on aura 3000 mètres de dénivelé positif, mais seulement 113 km. Le début d'étape est assez irrégulier, plein de petites bosses courtes, mais difficiles. On avait une victoire d'Adam Yates sur le Tour de Suisse en 2024. Et le final, quand même, 11,7 km avec quasiment 8% de pente moyenne. Donc là, ça pourra faire de très très gros écarts, à mon avis, sur ce type d'étape, sachant qu'il y a 11 km 700 qui sont répertoriés. Mais on aura mangé quasiment du dénivelé déjà depuis quasiment 15 km, hein, donc ça va être une très très grosse étape. La 17e, qui sera belle aussi entre Cassano Dada et Andalo. Pas très très difficile sur le papier, mais ça va monter. Les efforts seront déjà dans les jambes, hein, de tous les coureurs. Donc voilà, ça peut être une étape un peu piégeuse et très intéressante dans sa partie finale. La 18e étape, c'est un retour peut-être pour les sprinteurs, mais il y aura le Muro di Cadel Poggio dans le final à Pieve di Soligo. Ça peut être un beau petit truc là pour se régaler. Ça sera en plus à 10 km de l'arrivée. Un homme sort seul, pourrait peut-être résister. C'est un peloton lancé. La 19e étape, peut-être l'étape reine de ce Giro, 5000 mètres de dénivelé positif sur ces 150 km entre Feltre et Alleghe Piani di Pezze. Dédicace à Marco Pantani qui est le dernier vainqueur ici, c'était en 92. Que des cols mythiques, bien évidemment, le Passo d'Uran, le Passo Gio. Donc ça va être magnifique, c'est les étapes des Dolomites qu'on adore. Va se régaler, je pense, dans cette étape qui est l'étape reine, la 19e étape. Pourrait faire très mal. Et la 20e fera aussi très mal avec l'arrivée à Piacanvalo. Dédicace également à Marco Pantani qui avait scellé son succès en 98. Plus récemment, c'était Landa en 2017 et Geoghenaert 2020. 3750 mètres de dénivelé positif. Mais ça sera surtout l'ascension de Piacanvalo à faire 2 fois. C'est ça qui va faire très très mal. Double ascension de Piacanvalo et des 14 km 500 à quasiment 8% sur très très mal. Et la dernière étape, on soufflera, on fêtera tout ça dans les rues de Rome avec une arrivée normalement pour les derniers rescapés, pour les sprinteurs. On va maintenant passer au niveau des favoris de ce Giro. J'ai essayé de les classer. Vous allez le voir avec les petits trophées du Giro. De 1 trophée jusqu'à 4 pour les plus gros favoris. On va regarder tout ça. Une petite chance peut-être côté français avec Mathis Rondel qui fait des performances plutôt intéressantes. 5e du Tour des Alpes, 8e de Paris-Nice. Ce sera sa première participation au Giro. Il visera un top 10, top 15. Hâte de voir ce que fera notre français Mathis Rondel qui n'est pas le plus médiatisé mais qui est pas trop mal. 22 ans aussi, hein, c'est un jeune coureur. Il sera intéressant à surveiller. De toute façon, ça sera le seul français avec des ambitions pour le classement général.
Lennert Van Etvelt, alors c'est pas confirmé à 200% qui sera présent, mais ça sera sa première participation sur le Giro. 6ème de l'UAE Tour cette année. Il n'est pas non plus trop mal cette saison, Lennert Van Etvelt, le Belge. Lui aussi, ça sera un candidat pour le maillot blanc, même si il y a quand même un gros favori pour ce maillot des jeunes, vous allez le voir plus tard. Donc pourquoi pas un candidat au top 10, top 15, le Belge. Ener Rubio, alors je l'ai mis, il fait partie quand même du top 10, mais pas trop de gros résultats cette année, hein, 52e du Tour de Catalogne. Il a été 7e en 2024, il a été dans le top 10 également l'année dernière. Donc attention à lui, c'est un homme qui aime le Giro. On va le surveiller, le Colombien de la formation Movistar. On aura un autre Colombien, Santiago Buitrago, vainqueur du Trofeo Leguiglia cette année, 7e de Tirreno Adriatico. Il avait terminé 12e en 2022, mais il était allé chercher une belle victoire d'étape. Ça sera le leader normalement de l'équipe Bahreïn, à moins que Caruso, comme d'habitude, nous sorte un très gros Giro. Caruso cette année qui arrive non plus pas avec de grandes références, donc je ne l'ai pas mis parmi les favoris, mais on va quand même le surveiller, Caruso, et le garder dans un coin de la tête. Il est toujours présent, le vétéran italien, sur ce genre de course. Il sera aussi donc parmi les favoris une étoile, hein, Santiago Buitrago. Un autre coureur avec qui j'ai mis une étoile, c'est Ben O'Connor, le coureur australien. Pas en réussite, même si il y a des petits résultats des fois en demi-teinte. 8e du Tour des Alpes, 13e de Catalogne, 4e en 2024 au pied du podium. C'était sa meilleure saison en 2024. Depuis qu'il est chez Jayco, il y a moins de bons résultats quand même s'il y a eu sa victoire l'année dernière sur le Tour. C'est un peu plus irrégulier Ben O'Connor, donc voilà pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut, même s'il a déjà prouvé hein, sur des grands tours, et des podiums, déjà été chercher des succès. Ça serait pas déconnant peut-être qu'il fasse comme sur le Tour l'année dernière, peut-être un petit peu distancé, et qu'il aille chercher éventuellement une victoire d'étape sur une étape de montagne. Autre favori à qui j'ai mis une étoile, c'est un autre Australien, c'est Michael Storer de l'équipe Tudor, 10e sur les 2 dernières années, 13e cette année de l'UAE Tour, 4e du Tour des Alpes. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué pour Storer, surtout quand on aura le contre-la-montre de 42 km où il pourrait perdre pas mal de temps. Et après, ben, on sait que c'est encore quand même assez irrégulier sur 3 semaines, mais un candidat sérieux, je pense, pour le top 10. On va passer aux 2 étoiles maintenant. J'ai mis Jai Hindley, vainqueur en 2022, 17e du Tour de Catalogne cette année, mais on le sait, Jai Hindley, il a quand même des références sur les grands tours. L'année dernière, il fait quand même 4e de la Vuelta. C'est quand même un ancien vainqueur, mais ça ne sera pas lui le leader, je pense, de l'équipe au vu de ce qu'on a vu sur ce début de saison. Donc il faudra à coup sûr hein, compter sur Jai pour expérimenter avec l'expérience surtout en grand tour, un ancien vainqueur de Giro. Il n'y en a pas beaucoup des vainqueurs de grand tour au départ, donc il en fera partie. Et surtout, un vainqueur du Giro, il connaît la course, il y a participé, il a déjà fait victoire en 2022, mais également il a été sur le podium déjà, donc attention à lui. Et il y aura des étapes en plus qu'il connaît bien, puisque Pierre Cannavaro, il y était bien évidemment en 2020 quand Geoghegan Hart s'était imposé, il avait fait une belle étape. Et il s'était imposé également au Blockhouse lors de son succès en 2022. Donc il sera à surveiller l'Australien. Un autre coureur à surveiller, Derek G. West, le coureur de l'équipe Lidl Trek, moins en vue cette saison, 7e de l'UAE, 12e du Tour des Alpes. Mais 4e l'année dernière, c'était la bonne surprise. Je m'en méfie de Derek G, c'est un coureur régulier, il n'a pas vraiment d'étape où il peut s'illustrer, mais il n'y a pas non plus forcément d'étape où il peut tout perdre. C'est un coureur qui est régulier vraiment, qui va pas faire de folie, mais qui voilà, peut être régulier. Ça sera un gros candidat, je pense, pour le top 10, le Canadien. Il sera à surveiller dans cette équipe Lidl Trek en plus qui est très 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 solide cette saison. Simon Arensman, le néerlandais, 6e 2023, 6e 2024. Lui aussi, une belle saison, 3e du Tour des Alpes, 9e du Tour de l'Algarve. C'est un bon rouleur, c'est un très bon grimpeur, donc il sera à coup sûr encore un grand favori pour le top 10, même s'il y a peut-être un avantage à son équipier dans la formation Ineos pour aller jouer le top 10, on va le voir juste après. Mais Arendtman qui peut, je pense, bien figurer dans ce top 10 vu l'absence des nombreux favoris.
favori pour le top 10, mais plutôt même pour se rapprocher du top 5 à mon avis. Son équipier, il est là, c'est le Colombien Egan Bernal, qui franchement revient très très bien, champion à nouveau de Colombie, deuxième du Tour des Alpes, cinquième de Liège, ancien vainqueur lui aussi, c'était en 2021, 29 ans Egan Bernal. On a envie forcément de le voir bien placé, il a fait un plutôt bon le Giro l'année dernière, il est allé chercher une victoire d'étape sur la Vuelta, donc c'est un coureur qui peut lui aussi aller jouer un top 5, on aimerait le voir de retour sur un podium de Grand Tour, ça serait vraiment magnifique. Mais voilà, c'est un des rares vainqueurs aussi de Grand Tour, et lui, double vainqueur de Grand Tour, vainqueur du Tour, vainqueur du Giro, qui sera donc au départ et candidat pour le top 5. On passe aux 3 étoiles maintenant, avec le leader désigné de l'équipe UAE. J'ai un peu peur de le mettre là, 9e lieu en 2017, qui depuis j'ai l'impression qu'il a fait podium sur le Tour en 2023, et quand même j'ai cette impression un petit peu en dessous. 3e du Tour d'Oman, 15e du UAE Tour, vainqueur de Haut Grand Camino, mais il n'y aura pas de Joao Almeida, donc je pense qu'il essaiera quand même de tenir au maximum son rang. Ça m'étonnerait de ne pas le voir bien placé. Je pense que ce serait quand même assez rare de voir un UAE pas sur le podium d'un grand tour, ou du moins bien placé. On verra ce que ça donne, mais ça peut être qui tout double, hein. Ça peut être comme avec son frère en fait l'année dernière. On aurait pu le mettre dans les 1 étoile comme parmi les 3 étoiles. C'est des coureurs très compliqués à pronostiquer, les Yates. Donc il a l'expérience, il a l'équipe aussi qui est très solide. Donc à voir ce que ça peut faire. Pour moi, ça sera quand même pas au niveau d'un Joao Almeida. Autre coureur qu'on attend beaucoup, c'est Félix Gall, qui montre vraiment de très belles choses. 5e du UAE, 6e du Tour de Catalogne. Il a l'air solide en montagne. J'ai mis son meilleur résultat 50e en 2022, mais il n'avait pas joué spécialement à fond le classement général. Il fait une belle saison, Félix Gall, il est de plus en plus solide. On sait que la Décathlon CMA, quand même, cette année, c'est quand même très très fort. Et peut-être viser son premier podium. C'est vrai que d'année en année, il est de meilleur en meilleur, Félix, sur les grands tours. Donc attention au coureur autrichien. Je pense un très très gros favori pour aller chercher une belle place sur le podium. Tout comme pour moi, c'est le deuxième homme, hein. Il est jeune, mais il nous fait une saison exceptionnelle. Giulio Pellizzari, j'adore ce coureur de l'équipe Red Bull, avec donc le favori numéro 1 pour le maillot blanc, troisième de Tirreno, vainqueur du Tour des Alpes. J'espère qu'il ne tombera pas dans la malédiction du vainqueur du Tour des Alpes. Il avait fait 6e l'année dernière, mais c'était pas lui le candidat, le favori numéro 1 de l'équipe Red Bull. Il y avait Roglic qui avait abandonné, et il nous avait fait une dernière semaine de feu. Il a été très bon aussi sur la Vuelta l'année dernière, et cette saison, j'ai l'impression qu'il est encore au-dessus. Donc ça va être l'adversaire numéro 1 de l'homme à abattre, mais le grand favori, Jonas Vingegaard, qui pour moi voilà, est à 4 étoiles, c'est le seul parce qu'il est intouchable. Tour de Catalogne, Paris-Nice cette année, sa première participation. Il a l'objectif en tête d'aller chercher les 3 grands tours. Il lui manque que le Giro, donc voilà. Mais pour moi, il est favori numéro 1, très très fort dans tout ce qu'il entreprend. Cette saison, il a l'air vraiment au top. Et il est quand même au-dessus de tous ces mecs. Il n'y a pas de point faible, hein, sur un parcours qui lui correspond bien. Il y a une belle équipe aussi autour de lui. Et très clairement, voilà, c'est le favori numéro 1 de ce Giro d'Italia. Jonas qui devrait pouvoir remporter ce Tour d'Italie avant d'aller chercher le Tour de France. Il est confiant aussi pour le Tour de France. Donc voilà, on verra surtout comment il termine ce Giro. Est-ce qu'un Pellizzari, est-ce qu'un Yates, un Félix Gall, etc. vont réussir à s'élever à leur meilleur niveau pour donner un peu de fil à retordre à Jonas, ou alors est-ce qu'il va pouvoir être en gestion pour garder le maximum de fraîcheur avant le Tour? On le verra, mais ça serait bien qu'il conserve un peu de fraîcheur aussi, même si on a envie d'avoir une belle bataille. Et voilà, qu'il puisse livrer une belle bagarre également sur les routes du Tour. On a terminé avec les favoris pour le classement général. On va regarder un petit peu la liste des sprinteurs. Certains que j'ai mis un petit peu en détail ici. Jonathan Milan, bien évidemment, le sprinter de l'équipe Lidl Trek à domicile. Déjà 4 victoires pour lui sur le Giro, mais surtout 2 maillots Cyclamen en 2023 et en 2024. 6 victoires cette saison, c'est peut-être un des meilleurs sprinteurs, voire le meilleur sprinter du monde avec Tim Merlier, qui se battent pour ce titre. Maillot vert également sur le Tour l'année dernière, donc voilà,
Milan sur ses terres. Ça va être magnifique. Mais attention à la concurrence de Tobias Lund Andresen. 3 victoires cette saison, le cours de l'équipe CMA-CGM, qui a pris tout simplement en grade cette saison et qui est vraiment meilleur. Sera à surveiller fortement. On aura une chance française, peut-être une première victoire en grand tour pour Paul Magnier qui passe les étapes. 2 victoires cette saison pour Paul, notre jeune sprinter de l'équipe Soudal. On surveillera Paul Magnier parce que franchement, il peut aller chercher sa première victoire en grand tour. Clairement, il y a des bonnes étapes pour lui. Caden Groves, on le surveillera. 2 victoires lui sur le Giro, ça sera le sprinter désigné de l'équipe alpécine. Aucune victoire cette année encore pour Caden Groves, mais c'est un homme de grand tour, il sait gagner sur les grands tours, donc l'Australien sera à surveiller. Dylan Groenewegen, le cours de l'équipe Unibet, Rose Rockets qui n'a jamais gagné sur le Giro, mais 4 victoires cette année. L'expérience, 32 ans, Groenewegen, bien évidemment à surveiller très fortement. Arnaud Delis, aucune victoire cette saison, mais pourquoi pas une première victoire sur le Giro pour lui, qui ne fera pas les 21 jours de course, a priori, il devrait faire quelques jours avant d'abandonner. Pas, le, pas, ce qui pas ce qui me plaît plus comme comportement, mais voilà, pour se préparer pour le Tour de France. Arnaud Delis sera au départ, il aura quelques fenêtres de tir, sachant qu'il passe bien aussi les petites bosses, donc ce serait intéressant à surveiller. Ensuite, voilà, pêle-mêle un petit peu de tous les autres sprinteurs. On aura Pascal Ackermann, Casper Van Uden, qui a ouvert son compteur sur le Tour de Turquie, Ethan Vernon, Matteo Malucelli, Danny Van Poppel, Corbin Strong, Paul Penway et Erland Blikra. Ça sera donc les favoris et les candidats aussi pour les victoires d'étape au sprint. On a souvent des petites surprises sur le Giro et ce sera les favoris pour le maillot que vous voyez, le maillot Cyclamen. On va passer aux coureurs à surveiller avec les grimpeurs, les favoris pour le maillot Azzurro de meilleur grimpeur. Pour moi, le grand favori, c'est Giulio Ciccone, qui ne devrait pas jouer le général, qui devrait se concentrer sur ce maillot. C'est son maillot, c'est un maillot pour lui, le maillot de meilleur grimpeur, Giulio Ciccone. Enric Mas, que j'ai pas mis dans les favoris pour le général, dans le dur quand même, Enric Mas depuis quelques saisons. Il y aura Max Poul, Lorenzo Fortunato, Alessandro Pinarello, Jevine, Filippo Zana, Christian Scaroni, Woodpools, Chris Harper, Alexander Vlasov. C'est vraiment de bons coureurs qu'on devrait voir dans des échappées. Et un de ces coureurs aussi qui pourrait se retrouver dans le top 10 s'il y a des abandons de favoris, si des échappées, avec les échappées, ils enchaînent, ils peuvent prendre du temps. Ils peuvent se retrouver également dans le top 10. Et on a une petite liste de coureurs que j'ai nommé un peu baroudeurs peuvent partir dans des étapes qu'on a citées et qui sont intéressantes. Il y a Alex Segart, Filippo Ganna, Alberto Bettiol, Darren Rafferty, Vendrame, Jonas Rutsch, Jasper Stuyven ou encore Victor Kampenart. Ça, c'est des coureurs qu'on peut retrouver dans les échappées et qui peuvent être très intéressants sur certaines étapes. On va passer à mon prono pour le classement général et pour les différents maillots annexes. Pour moi, le classement général, ça sera sans doute pour Jonas Vingegaard. Voilà, je le vois vraiment venir s'imposer. Giulio Pellizzari pour la seconde place. J'ai mis Adam Yates sur le podium. Alors, petit avantage à Adam Yates pour la partie peut-être. euh, pour la partie. Pour la partie expérience. J'aimerais beaucoup Félix Gall sur le podium ou Egan Bernal, mais je me dis, allez, Adam Yates qui peut être plus expérimenté. Il y a des descentes difficiles pour Félix Gall, il y a le chrono qui va le désavantager. Egan Bernal, on a un peu moins de certitude, je l'ai mis cinquième. Jay Hindley, Tim Huntsman, Derek G, Ben O'Connor, Buitrago. Ouais, les 10, c'est quand même assez compliqué à les mettre dans l'ordre, mais je pense que le podium peut être pas déconnant. J'ai mis Lund Andresen pour le Cyclamen plutôt que Jonathan Milan parce que je vois bien Lund Andresen plus régulier peut-être, pas aller chercher énormément de victoires d'étape, mais être tout le temps placé là où peut-être un Milan passera un peu moins les bosses. Et je vois Lund Andresen un peu plus réactif là-dessus. Comme je l'ai dit, Ciccone, maillot Azzurro de la montagne, pour moi c'est pour lui ce maillot. Le Pellizzari en blanc, ça coule de source. Et alors, j'aurais pu mettre l'équipe Red Bull Bora, mais je me suis mis la Visma. Je me suis dit que Piganzoli,
Kuss peuvent terminer là aussi pas très loin dans le top 15, hein, donc à voir, pourquoi pas pour l'équipe Visma, qui aura en plus une belle avance, je pense, avec Vingegaard. C'est un petit peu à surveiller là-dessus, c'est peut-être le prono que je suis le moins sûr, qui se battait peut-être avec l'équipe Red Bull. Voilà un petit peu ce qu'il fallait savoir sur ce Giro qui commencera la semaine prochaine. La hype peut-être qui est pas non plus la plus forte, Vingegaard qui semble être intouchable. On verra tout ça, ça commencera la semaine prochaine. Ça reste un grand tour, ça reste le Giro qui est quand même avec de beaux parcours, de belles étapes à chaque fois. Donc hâte de suivre tout ça, mine de rien. J'espère que vous aussi quand même, vous avez cette petite hype. On se dit donc à très bientôt, bien évidemment, pour le début de ce Giro, pour de nouvelles vidéos. Demain, vous allez avoir une vidéo carrière de Tom Dumoulin, ancien vainqueur du Giro, voilà, pour retracer toute sa carrière. Je vous invite bien évidemment à suivre cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.